Bonjour tout le monde. Donc d'abord, merci beaucoup aux organisateurs de l'événement. Ça s'annonce être un événement très intéressant et aussi extrêmement sympathique. Donc bonjour aussi aux 28% de Québec. C'est très agréable d'avoir des statistiques sur l'audience aujourd'hui avant de commencer la conférence. Donc je vais essayer d'adapter mon discours pour que ce soit le plus intéressant possible pour vous. Donc, comme ça a été annoncé, j'ai une approche un peu neuroscientifique de l'apprentissage, mais de toute façon, les neurosciences, c'est aussi ce qu'on observe au niveau du comportement. Donc, c'est ce que je vais vous communiquer aujourd'hui. Et je n'ai pas de formation en communication, mais je vais faire de mon mieux. D'ailleurs, la journée va sûrement être très pertinente pour moi aussi à ce niveau-là. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans mon thème pour cette présentation, qui est l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, pour moi, c'est vraiment une obsession. Mais je pense que même vous, si vous y réfléchissez juste un tout petit peu, vous allez vite comprendre qu'il s'agit d'un élément extrêmement central pour l'être humain. J'allais dire extrêmement central pour l'être vivant. Parce que ce sont les apprentissages que la personne va faire depuis la première cellule de sa conception qui vont faire en sorte qu'elle va devenir une personne autonome, une personne avec des habiletés lui permettant de fonctionner dans la vie, lui permettant de parler, de marcher, de courir, mais aussi d'avoir un raisonnement, un jugement, des actions sociales, etc. Donc, c'est vraiment dans ce schéma-là que je conçois l'apprentissage comme quelque chose qui est vraiment extrêmement central au développement de la personne. Aujourd'hui, je vais vous parler de certains mécanismes d'apprentissage que, comme être humain, on utilise depuis même la vie intra-utérine et qui vont évidemment devenir de plus en plus efficaces avec le temps, avec le développement. Donc, par exemple, en termes de mécanismes d'apprentissage que nous avons, on sait, même intuitivement, que si on répète l'information, l'apprentissage va devenir meilleur. Donc, l'encodage va se faire de manière plus importante. L'information va être consolidée de manière plus importante aussi. Et potentiellement, on va pouvoir rappeler cette information-là plus facilement. Donc, on va parler d'un premier mécanisme d'apprentissage qui est la répétition. Un deuxième mécanisme d'apprentissage, l'association. Donc, on fait des liens avec plusieurs choses dans la vie. Ça nous permet de, par exemple, construire des routines. Ça nous permet même, des fois, d'avoir des comportements qui ne sont pas tout à fait conscients, mais on a tellement fait d'associations entre certaines actions, certains actes, qu'on peut faire les choses de manière même inconsciente. Je vais vous parler aussi de l'aspect multimodal de l'apprentissage. Multimodal, c'est-à-dire quand on présente des objets, des stimuli, avec une présentation visuelle, mais aussi auditive de manière simultanée. Comment est-ce que notre cerveau réagit à ça? Je vais vous parler un tout petit peu des émotions. Donc, qu'est-ce que les émotions viennent faire dans notre capacité à apprendre? L'estime de soi, donc un élément extrêmement important pour avoir une ouverture aux autres, une ouverture aux apprentissages. Donc, l'estime de soi qui se construit tranquillement au cours du développement. On va parler de qu'est-ce qui se passe quand les fonctions primaires, vraiment les fonctions très importantes, ils ne sont pas. Donc, on va parler finalement des troubles d'apprentissage, des troubles neurodéveloppementaux. Et je terminais avec des habitudes de vie à maintenir pour avoir un cerveau en santé, un cerveau qui va permettre aussi de bien apprendre. Puis entre ça, je vais vous poser quelques questions pièges. Donc, d'abord, la répétition. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on sait que dès la vie intra-utérine, quand on répète l'information, on a une réponse cérébrale qui change. Et cette réponse cérébrale qui change, c'est un marqueur de l'apprentissage et du cerveau qui
va traiter de manière plus efficace l'information à mesure qu'on la répète. Donc, la première fois qu'on présente une stimulation, que ce soit un objet, que ce soit un visage, que ce soit un mot, que ce soit un son, donc ça peut être très, très simple aussi, on a une réponse d'orientation, on a une réponse assez vive du cerveau. Donc, notre cerveau va être très actif, il va décharger beaucoup. Et c'est ce qu'on voit dans la première petite image où on voit du rouge sur... ça représente en fait, les images représentent l'activité cérébrale qu'on a enregistrée en électroencéphalographie pendant qu'on répète l'information. Et chaque image correspond à une répétition de la même information. On a répété l'information 10 fois. Okay. Lorsqu'on présente pour la première fois l'information, il y a beaucoup d'activité cérébrale. On ne connaît pas cette information-là, on s'oriente vers l'information, on vérifie si on la connaît. Tout ça se passe très, très, très rapidement dans notre cerveau et nos cellules déchargent beaucoup. Dès la deuxième fois, dès la deuxième présentation d'une même stimulation, il y a une très grande diminution. Vous voyez, maintenant, c'est bleu la deuxième fois qu'on présente la stimulation. Ça devient bleu, c'est-à-dire que l'activité cérébrale diminue énormément. Et ça, c'est le signe que l'activité du cerveau est plus efficace, va recruter beaucoup moins de cellules pour traiter l'information. Et ça, c'est un élément très important parce qu'imaginez si on était toujours à l'affût des choses qui se passent comme si c'était la première fois de notre vie qu'on les voyait, comme si on ne les connaissait pas. On serait complètement toujours surchargé d'activités cérébrales qui sont non pertinentes parce qu'on connaît l'information. Donc, il faut qu'à un moment donné, notre cerveau devienne efficace quand il traite l'information. Et c'est ce que la répétition permet de faire. Ça permet de rendre le traitement de l'information plus efficace à mesure qu'on répète l'information. Et chez quelqu'un, un adulte sain, donc vous tous, là, ici, dès la deuxième présentation, ça, ce serait ce que votre cerveau ferait si je lui présentais plusieurs fois la même information. Dès la deuxième répétition, on a vraiment un signe d'apprentissage très précocement. Et ça, je vais revenir sur ça un peu plus tard dans le cas de troubles neurodéveloppementaux. Maintenant, cette capacité que notre cerveau a à finalement rendre le traitement de l'information plus efficace, c'est assez fondateur du développement cérébral en soi. Donc, on sait qu'il y a trop de connexions chez l'enfant qui est très, très jeune. Il y a trop de connexions synaptiques dans le cerveau. Et à mesure qu'on vieillit, à mesure qu'on est exposé à des stimuli qui nous sont répétés, parce que dans notre environnement, il y a plein de stimuli qui sont répétés. Par exemple, quand je regarde les marches d'escalier, je vois une série de lignes qui ont le même angle, la même distance. Et ça, donc, c'est une information qui est répétée moult fois dans mon quotidien. Donc, pour un bébé qui regarde ça pour la première fois, à mesure que cette information-là va être répétée, son cerveau va traiter de manière de plus en plus efficace l'information. Et les connexions qui sont redondantes, qui ne sont pas utiles, elles vont arrêter de décharger et il y en a certaines même qui vont mourir et c'est une bonne chose. C'est comme ça que notre cerveau va devenir de plus en plus efficace à traiter l'information quotidienne pour un enfant. Et donc, c'est comme ça qu'il apprend. Je vais vous donner deux exemples. Là, je vous ai donné l'exemple visuel. Donc, je vous ai donné l'exemple de la reconnaissance visuelle, par exemple, de lignes. Ça peut être des lignes horizontales, verticales, mais ça peut être des lignes courbes aussi qui vont devenir éventuellement des objets. Je vais vous donner l'exemple du langage, qui est un exemple assez éloquent. Donc, quand le bébé naît, il peut naître n'importe où au monde, il va être capable de discriminer les sons de la même manière, peu importe où il est. Donc, il peut être exposé à n'importe quelle langue, il va avoir la même capacité à discriminer les sons. Mais au fur et à mesure où il va être exposé à sa langue maternelle, donc la langue maternelle, c'est la langue de la maman, mais c'est parce que souvent, c'est la maman qui est plus présente auprès de l'enfant, c'est la maman qui va donner un peu la langue qu'on appelle maternelle. Mais ce que ça veut dire, c'est la langue à laquelle le bébé est le plus exposé. Il va traiter les sons de cette langue-là de manière préférentielle, de manière plus efficace, comparativement à une langue étrangère. Et plus la langue est étrangère, plus ça va prendre de ressources
à l'enfant pour discriminer les sons de cette langue-là. Et éventuellement, très rapidement, en fait, vers 8-9 mois, il va devenir un peu sourd au son des autres langues. Il va vraiment préférer les sons de sa propre langue parce qu'il va être capable de traiter cette information-là de manière plus efficace. Il y a une autre composante qui est très, très importante pour le développement cognitif, c'est les invariants. Donc, qu'est-ce que c'est un invariant? C'est le fait que quand je regarde, par exemple, une tasse à café, je vois un cylindre, je vois l'anse aussi. Je vois mon parent, quand je suis un bébé, qui prend la tasse avec précaution. Quand il y a du liquide chaud dedans, puis c'est principalement du liquide chaud qu'on met dans une tasse, on va le boire avec précaution en tenant l'anse parce que l'anse, elle est, elle, pas chaude. Donc, il y a tout un comportement autour d'un objet et il y a l'objet qui bouge et qu'on va voir de différents angles. Et tranquillement, le bébé va créer ce concept-là que ça, c'est... éventuellement, il va associer aussi le mot avec, mais déjà juste l'objet, que c'est un objet qui sert à boire. Et je vois mon parent qui boit quelque chose de chaud, donc c'est une tasse où il faut faire attention. Habituellement, ce qu'il y a dedans, c'est chaud. Donc, non seulement il va avoir la conception générale de la tasse qu'il peut voir de n'importe quel angle, il va la reconnaître, mais aussi il va voir l'action qui va avec. Et il va pouvoir voir ça chez son voisin ou sa gardienne, puis la tasse va avoir une forme un tout petit peu différente ou va avoir une autre couleur, puis il va quand même reconnaître qu'il s'agit d'une tasse. Donc ça, c'est un invariant. Ça devient un objet invariant, et donc peu importe dans quel contexte on le retrouve, il y a vraiment un concept qui est associé à l'objet, et puis il va pouvoir reconnaître cet objet-là. Ça devient très important aussi dans le développement de l'écriture et la lecture. Ça devient une prémisse de base d'être capable de reconnaître une lettre, peu importe la lettre voisine, peu importe qui l'a écrite. Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit bien, qui écrit mal? Est-ce que c'est une lettre majuscule ou minuscule? Donc, à force de voir ces stimuli-là, on va créer des invariants qui sont très importants pour le fonctionnement cognitif ultérieur. Maintenant, c'est à vous de travailler. Les lapins pondent-ils des œufs? Alors, c'est là où on peut utiliser la manette. Vous pouvez répondre. Donc, oui ou non. Je vois les réponses rentrer tranquillement. Je vais attendre un tout petit peu encore. On est rendu à 250 personnes qui ont répondu. Il y en a qui rentrent encore un tout petit peu. C'est bon, je vais y aller. Alors, super! Vous avez bien répondu. Mais j'ai quand même remarqué que les réponses sont rentrées tranquillement par rapport aux questions de tout à l'heure. Donc, il y avait peut-être une petite hésitation. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette hésitation-là? Parce qu'on présente souvent les deux stimuli, les œufs et les lapins, ensemble. Parce que c'est Pâques, c'est deux objets très, très associés à Pâques et on met des photos tout le temps, les œufs, les lapins. Et si je vous demandais de répondre le plus rapidement possible, probablement qu'il y en aurait plus qui auraient répondu oui. Et donc ça, c'est l'association. On crée des associations et ça, c'est un mécanisme d'apprentissage aussi qui est extrêmement important pour le développement de l'enfant. Donc, c'est quelque chose qui arrive aussi très tôt, dans la première année de vie. Les enfants commencent à faire des associations. Et qu'est-ce que c'est une association? C'est le procédé par lequel un individu développe des connexions entre des représentations de deux stimuli ou plus. Et donc ça va nous permettre beaucoup de choses dans le quotidien. Ça va nous permettre éventuellement d'avoir des routines, de savoir que pour le déjeuner, je m'assois ici, je bois habituellement un jus de fruits ou je mange un fruit avant de manger ma toast au beurre de pinot.
parce que c'est ce que mes parents m'ont donné comme habitude et j'associe, donc mon jus de fruits, ou peut-être qu'il ne faut pas boire de jus maintenant, c'est vrai, hein, je parle à des nutritionnistes. La pomme, donc une pomme et la toast au beurre de pinot. Et donc, de faire ces associations-là, ça va devenir donc un événement qui va se reproduire à chaque matin et qui va devenir important pour l'enfant. Ça va peut-être même devenir meilleur. Qu'est-ce que serait la pomme sans la toast au beurre d'arachide par la suite, etc. Donc, et c'est sûr qu'on peut faire des associations qui sont moins bonnes, par exemple la cigarette et la tasse à café, mais on va essayer de justement faire la promotion des saines habitudes de vie. Donc, ce sont les associations. Le bébé est capable de faire ça très rapidement dans sa vie aussi. Et ça contribue aussi à son développement affectif. Donc, le fait qu'il se rende compte rapidement que sa maman est là pour lui, son papa est là pour lui, ils prennent soin de l'enfant. Ce sont des personnes de confiance. Lorsqu'on va aller en société, qu'on va rencontrer la gardienne ou l'oncle ou la tante, ils vont voir l'interaction entre leurs parents, le gardien ou l'oncle, la tante. Ils vont voir que leur parent a du plaisir à interagir avec son éducateur, son éducatrice. Il va pouvoir réassocier la confiance qu'il a en son parent, en la personne qui va prendre soin de lui pendant la journée. Donc, c'est un mécanisme de base, la mémoire associative, qui se développe rapidement, mais quand même pendant quelques années au cours de l'enfance, mais qui est très fondateur aussi pour le développement de la personne. Donc, si vous ne vous entendez pas avec l'éducatrice, essayez de faire fi de ça, essayez de transmettre la confiance que vous avez pour que votre enfant se sente bien pendant la journée. L'apprentissage multimodal, donc c'est un élément qui est aussi très important pour apprendre, c'est-à-dire présenter les informations d'une multitude de façons. Donc en éducation, c'est un élément où je pense qu'il y a eu beaucoup de promotion qui a été faite, c'est-à-dire qu'on va dire aux enseignants, c'est très important de présenter l'information de différentes façons pour que tout le monde dans la classe puisse accrocher à une façon dont vous l'avez présentée. Et encore mieux quand vous la présentez avec des images, avec des sons, donc en l'expliquant verbalement, mais en ayant aussi des figures, etc. Pour apprendre. Et donc ça, c'est très bien démontré en neurosciences, en fait, que quand on présente l'information en deux modalités en même temps, ça permet un traitement de l'information plus efficace. Donc, en fait, si on montre quelqu'un qui parle en même temps que la personne parle, l'information va être traitée plus rapidement et de manière plus efficace dans le cerveau. Donc, c'est quelque chose qui est très bien démontré et je pense qu'il faut le rappeler à quel point ça peut être bénéfique pour les enfants, qu'on présente toujours les choses de multiples, avec plusieurs modalités. C'est sûr que plus il y aura une proximité spatiale et temporelle entre ce qu'on présente visuellement et ce qu'on présente de manière auditive, plus l'apprentissage va être favorisé également. Donc, en fait, il n'y a rien de pire, par exemple, qu'un doublage qui est mal fait. Quand on regarde un film, ça déconcentre beaucoup, puis ça nous prend beaucoup de ressources cognitives de traiter cette information-là quand le doublage est mal fait, ou quand il y a un petit problème avec notre connexion Internet, puis que le dessin animé commence où le film commence avec un décalage de son versus image. Donc, c'est la même chose pour l'enfant. C'est très important qu'il y ait une proximité. C'est très important qu'il y ait une proximité aussi, par exemple, dans le développement du langage, où on va vouloir dire maman prend sa tasse à café, je reprends l'exemple de la tasse, en le faisant. Donc, pas 5 minutes plus tard, parce qu'évidemment, l'association pour l'enfant, ça va être très difficile pour l'enfant de faire l'association. Quelques éléments sur les émotions aussi dans l'apprentissage. Donc, les noyaux durs qui vont servir de chef d'orchestre dans le cerveau pour
gérer l'apprentissage, la consolidation de l'information sont très, très près et très connectés aussi au réseau des émotions. Et donc, c'est ce qui fait que quand on va chez sa grand-mère quand on est jeune, puis on se sent bien, notre grand-mère est tellement contente de nous voir, puis elle nous fait un bon petit plat qui sent bon. On fait beaucoup d'associations avec une émotion qui est aussi positive. Puis quand on est adulte, on va encore aimer manger cette nourriture-là, même si elle n'est pas bonne pour la santé finalement, parce que c'est de la tourtière avec ben du gras. Donc, c'est les éléments un peu émotifs qu'on va vivre au cours de notre histoire personnelle vont teinter la récupération de cette information-là. Et donc, on va essayer évidemment que les expériences émotives vécues par nos enfants soient le plus positives possible. Et on va essayer de réduire évidemment toutes les expériences plus négatives. Malheureusement, une expérience négative va aussi permettre une récupération de l'information plus, je dirais pas malheureusement, en fait, c'est pas malheureux parce que ça fait partie de la survie. Donc, quand on est dans un environnement hostile, puis qu'on a déjà vécu un environnement hostile comme ça, il va avoir un vécu qui va venir très rapidement, une reconnaissance d'événements, une reconnaissance de conjoncture, de faits ou d'événements qui va être très facilitée par notre cerveau. Donc, c'est sûr que les émotions vont aussi venir augmenter les capacités d'apprentissage. Mais évidemment, on va essayer que ce soit des émotions positives. Et donc, on va essayer que toutes ces expériences-là vécues par l'enfant soient le plus positives possible parce que ça va aussi construire un concept de soi à l'enfant. Le concept de soi ou l'estime de soi, ça se construit tranquillement chez l'enfant. D'abord, en fait, quand il est tout petit, l'enfant va avoir une estime de soi qui est très, très liée à ce qu'il vient juste de vivre. Donc, c'est presque sa mémoire immédiate qui va teinter son estime de soi. Donc, par exemple, si un enfant, ce matin-là, il réussit à kicker le ballon, puis on sent qu'il est fier de lui parce qu'on voit des sourires un petit peu partout. Pendant quelques heures suivant ce bon coup de ballon, l'enfant va avoir un concept de soi très positif. Et pendant cette période-là, il va être plus ouvert à ce qui va lui être présenté par son environnement. Il va être plus d'attaque, si on peut dire. Il va avoir une ouverture plus grande et donc va être disponible aux apprentissages. Donc, inversement, s'il ne réussit pas à kicker le ballon et que ça devient un problème pour l'environnement qui constate que vraiment là, il a mal fait, mais c'est tout le concept de soi qui va être un petit peu introduit dans une perception négative qu'aura l'enfant de lui-même pendant quelques temps, quelques heures, une journée. Donc, très jeune, c'est beaucoup lié au succès-échec et c'est très immédiat comme conception de soi. Et en vieillissant, à mesure que les rôles sociaux vont se développer, l'enfant va avoir une multiple dimension. Donc, son concept de soi va être multidimensionnel. Il va comprendre qu'il y a plusieurs domaines, qu'on ne peut pas être bon dans tout, mais que peut-être qu'on peut être bon à l'école, moins bon en sport, avoir beaucoup d'amis, être assez à l'aise sur le plan social, etc. Donc, à mesure que les rôles sociaux vont se découpler comme ça, il va pouvoir avoir un concept de soi un peu plus complexe, mais peut-être plus facilement balancé. Et là, ce qu'on va essayer de promouvoir, évidemment, c'est un concept de soi positif dans le domaine scolaire pour que l'enfant soit le plus possible ouvert aux apprentissages. Ça, c'est important parce qu'on sait très bien que le niveau d'estime de soi est directement corrélé à la qualité de vie et à l'adaptation à l'école. Donc, ce sont des éléments importants. À l'adolescence, l'enfant ou le préadolescent va de plus en plus considérer l'opinion de ses pairs pour créer son concept de soi multidimensionnel. Et donc, la comparaison au père va devenir quelque chose d'assez important et puissant pour teinter l'estime de soi. Donc, un adolescent qui va évoluer avec une gang d'amis assez empathiques,
le fun des personnes, des adolescents qui sont aimants à la base. Ça va les protéger beaucoup et puis ça va favoriser aussi l'adaptation scolaire, contrairement à des amis qui ont tendance à faire de l'intimidation ou à être plus négatifs dans leur approche aux autres. Les fonctions nécessaires à l'apprentissage. Donc, on a parlé de l'apprentissage comme tel, vraiment ce que je dirais le core, vraiment la pierre angulaire, les mécanismes d'apprentissage à la base. Mais il y a plusieurs fonctions cognitives qui vont supporter les apprentissages et qui sont très importantes aussi. Donc, je vais vous parler de l'attention aujourd'hui, puis j'imagine que la plupart d'entre vous s'en doutaient. Les fonctions attentionnelles sont évidemment très importantes pour justement donner la possibilité à l'enfant à être ouvert à l'apprentissage, à ce qui se passe autour de lui. Donc, la première réponse qu'on va avoir en tant qu'individu dans notre environnement, c'est que quand on voit quelque chose qu'on ne connaît pas, on va souvent s'orienter vers ce qui est nouveau. Donc, c'est vraiment le processus cérébral des régions un peu antérieures, en fait, des régions frontales, qui vont capter quelque chose qu'ils ne connaissent pas dans l'environnement et ils vont s'attarder à cet élément-là. Donc, c'est l'orientation vers. Ensuite, si la personne juge que c'est quelque chose qu'il devrait apprendre, donc tout ça se passe très rapidement, il faut aussi que la personne soit capable de maintenir son attention sur les éléments à apprendre. Et donc ça, c'est non seulement d'avoir son attention quelque temps dans la réponse d'orientation, mais c'est de maintenir son attention pour que le cerveau soit capable de, par le fait même, être attentif plus longtemps, répéter l'information. Même si ce n'est pas une répétition qui est comme ça, c'est quand même qu'on regarde plus longtemps la même information, on est orienté plus longtemps vers l'information, donc c'est comme si l'information était répétée et on revient à notre concept de tout à l'heure qui est l'apprentissage par répétition. Pendant ce temps-là aussi, il faut être capable de faire abstraction des distractions. Donc, plein de distractions, peut-être d'autres éléments nouveaux qu'on ne connaît pas, mais qui, si on s'oriente vers tout de suite, bien, on n'aura pas eu le temps d'apprendre les éléments qui nous avaient été exposés. Donc, c'est sûr que les capacités attentionnelles, c'est très important. Et quand on a un enfant qui a un trouble d'attention, c'est sûr que ça va plus facilement impacter ses apprentissages. Mais ça ne veut pas dire qu'un enfant qui a un trouble d'apprentissage a aussi, un trouble d'attention, a aussi des troubles d'apprentissage. C'est possible parce que c'est souvent comorbide, c'est souvent présenté ensemble, mais ce n'est pas systématique. Et donc, ça veut dire que cet enfant-là, qui par ailleurs peut avoir des bonnes capacités d'apprentissage, il va devoir faire plus souvent cet exercice-là de s'orienter vers, d'essayer de maintenir son attention. Oh non, là, il a été distrait. OK, on recommence, on s'oriente vers, on essaie de maintenir l'attention. Et c'est pour ça que pour ces enfants-là, ça va non seulement prendre plusieurs essais pour apprendre, mais à l'école, mais aussi à la maison, puis beaucoup plus de suivi, en fait, avec l'enfant que qu'un enfant qui n'aurait pas de trouble d'attention. Je vais vous parler un tout petit peu maintenant des cas où tout ça n'est pas en place. Donc, tous ces beaux mécanismes-là d'apprentissage dont on a discuté ne sont pas en place. Donc, par exemple, la déficience intellectuelle, c'est un trouble d'apprentissage en soi. C'est un trouble d'apprentissage, des mécanismes d'apprentissage vraiment de base. Qu'est-ce que c'est la déficience intellectuelle? Bien, c'est en fait un désordre neurologique qui affecte grandement la cognition, les mécanismes d'apprentissage, évidemment, et le fonctionnement adaptatif, qui sont cette capacité à s'adapter à un nouveau milieu, un nouveau contexte. Et de devenir éventuellement autonome. Et c'est en fonction du fonctionnement adaptatif qu'on va, disons, qualifier le niveau de déficience intellectuelle entre léger, modéré ou sévère. Et donc, malheureusement, dans le contexte de la déficience intellectuelle, il y a des altérations au niveau souvent génétique qui vont faire en sorte que
ce mécanisme de base d'apprentissage, même au niveau des connexions nerveuses, c'est anormal. Donc, tout ce mécanisme dont on a parlé au début, où il y a trop de connexions chez le très jeune enfant, et à force d'être exposé à son environnement, il y a un élagage de connexions redondantes qui va se faire. Bien, ça, c'est remis en cause dans les syndromes où il y a une déficience intellectuelle. Donc, vraiment, les mécanismes de base sont altérés dans ce cas-là. Et malheureusement aussi, la mémoire associative, les apprentissages associatifs sont aussi altérés souvent. Parfois, on va voir des personnes avec une déficience intellectuelle qui ont quand même une assez bonne mémoire. Et dans ce temps-là, on est très content parce que ça va beaucoup teinter son niveau de déficience, en fait. Ce qu'on remarque, c'est que si la mémoire associative, si la mémoire immédiate et associative sont moins touchées chez la personne, souvent, ça va être en fait une déficience plus légère également. Donc, ces mécanismes-là, de base, sont en fait liés au niveau de fonctionnement intellectuel et au niveau de fonctionnement adaptatif. Donc, ça devient quelque chose de très important pour le développement de la personne et de l'acquisition de l'autonomie. Donc, quelques facteurs de risque qui peuvent affecter le développement de l'enfant. Bien, ici, on a parlé d'atteinte génétique, par exemple, la déficience intellectuelle. Mais il y a aussi toutes sortes d'insultes ou d'atteintes cérébrales qui peuvent se produire pendant la vie intra-utérine ou postnatale, qui vont avoir un impact sur le fonctionnement cérébral et donc, par le fait même, va altérer les mécanismes dont on a parlé aujourd'hui. Donc, parmi ces atteintes-là, il y a la prématurité, il y a l'épilepsie, éventuellement dans la vie postnatale, il y a le trauma crânien aussi qui peut avoir des impacts importants. Donc, il y a une multitude, en fait, de facteurs de risque qui vont affecter le développement cérébral et donc, par le fait même, la capacité qu'a l'enfant d'apprendre ultérieurement dans sa vie. Il y a aussi, évidemment, tout l'environnement dont j'ai moins parlé aujourd'hui, mais je pense que j'ai une collègue qui va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc, c'est sûr que tout ce qui comporte des stress dans l'environnement pour les personnes qui vont prendre soin de l'enfant, donc on parle de précarité, de stress parental, de stress financier qui va être probablement le plus gros facteur qui va créer un stress dans la famille. C'est sûr que ça va avoir un impact sur l'enfant parce que ces éléments de stress-là vont créer des hormones qui vont aussi affecter les chefs d'orchestre cérébraux qui sont responsables des apprentissages. Donc ça, c'est sur le plan évidemment cérébral, mais il y a aussi toute l'ouverture que l'enfant va avoir, toute la capacité à s'ouvrir à son environnement et avoir du plaisir dans l'apprentissage qui peut être peut-être mis en cause dans des contextes d'environnement social difficile. Il y a des programmes de stimulation précoce qui peuvent être efficaces. Donc, si dans les enfants, si vous croisez des enfants qui vous pensez vivre dans un environnement non optimal, il y a des programmes de stimulation qui peuvent certainement aider par l'entremise de psychoéducateurs en mésadaptation, etc. Oui, je vais vous dire un tout petit mot sur l'hygiène de vie, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que vous connaissez mieux que moi tous ces enjeux d'hygiène de vie. Je vais peut-être juste vous parler du sommeil, ou peut-être que c'est moins quelque chose que vous abordez au quotidien. Le sommeil et l'apprentissage, c'est très, très bien démontré qu'un bon sommeil va favoriser la consolidation des apprentissages sur le plan moteur, mais tout type d'apprentissage. Et donc, chez l'enfant, la sieste est aussi très pertinente, mais je pense que la plupart d'entre vous diraient, oh, d'après moi, chez l'adulte aussi, c'est assez pertinent. Malheureusement, on n'a pas une structure quotidienne qui nous permet de faire des siestes au bureau. Mais pour l'enfant qui grandit, ça demeure quelque chose qui est important
Parfois, c'est un peu tannant pour les parents parce que ça va repousser l'heure du dodo le soir, du fait qu'ils ont dormi dans la journée, ils sont un peu moins fatigués le soir. Mais c'est quand même démontré que ça va favoriser l'apprentissage au quotidien. Donc, il faut prendre un petit peu son mal en patience jusqu'à ce qu'il rentre à l'école, puis que lui non plus ait plus l'opportunité de faire une belle sieste d'après-midi. Donc, à vous de répondre maintenant, à quoi sont dues les difficultés de sommeil? Exactement, toutes ces réponses. Vers cette question, je voulais juste un peu mettre l'accent sur les troubles respiratoires. Des fois, chez l'enfant, on s'en rend pas compte, mais il y a toutes sortes maintenant d'allergies, etc. Puis les enfants ont peut-être plus tendance à avoir des difficultés respiratoires pendant le sommeil dues à des adénoïdes un peu enflés, etc. Donc, je pense que en dentisterie aussi, les gens sont très à l'affût maintenant de cette composante-là du sommeil. Donc, je vous invite effectivement à être un peu vigilant sur cet aspect de l'hygiène de vie. Donc, en terminant, il y a plusieurs mécanismes d'apprentissage chez l'enfant. On n'a même pas fait le tour en entier. Ça dépend de l'intégrité du fonctionnement cérébral et évidemment les bonnes pratiques et un environnement favorable aux apprentissages va permettre un développement de la personne plus optimal. Il y a quelques ressources. Des fois, on cherche des ressources pour nos familles dans le besoin. Donc, nous, on est un laboratoire de recherche, mais dans nos recherches, on effectue une évaluation neuropsychologique, en tout cas dans tous les cas au moins sommaire, ce qui peut aider pour voir quelles sont les forces et les faiblesses des enfants, puis peut-être trouver plus facilement la bonne route pour lui permettre des meilleurs apprentissages. Donc, je vous ai mis le lien Internet pour notre laboratoire de recherche, moi, mes étudiants et quelques collègues. Et je vous invite aussi à regarder ce que c'est la neuropsychologie. Des fois, c'est pas si connu, mais c'est vraiment des professionnels qui font le lien entre les atteintes cérébrales et le comportement. Donc, quand on est dans le contexte de troubles d'apprentissage, c'est extrêmement pertinent. Donc, je vous ai mis aussi le lien de l'Association québécoise des neuropsychologues, qui est une association spécifique pour la neuropsychologie. Mais évidemment, il y a l'Ordre des psychologues du Québec où on fait partie. On est psychologue d'abord et avant tout, en fait. Et deux autres ressources là, qui peuvent être pertinentes pour nous.